Merci, Monsieur le Président. Après ces exposés extrêmement enrichissants, chacun dans leur domaine, je vais être court parce que moi j'ai énormément appris de tous les exposés que je viens d'entendre et j'avais lu le maximum de ce que j'avais trouvé sur Internet sur cette affaire de l'Essequibo. Mais vous avez résumé l'affaire d'une manière magistrale et ça correspond tout à fait à ce que j'ai lu dans la science que j'ai pu acquérir récente dans mes lectures. Et donc, je pense que votre récit est important pour effectivement essayer de comprendre pourquoi cette affaire d'un seul coup émerge à ce moment propice. Avant de commencer, je veux dire aussi que j'ai été très intéressé par l'exposé de M. Witkowski parce qu'il a longuement fait référence au général de Gaulle et à sa connaissance et à l'intérêt qu'il portait à l'Amérique latine. Vous avez même cité des phrases, et moi, en tant que secrétaire général de la Fondation de la France Libre, ancien secrétaire général de la Fondation de la France Libre et membre de la Fondation Charles de Gaulle, évidemment, j'ai été très touché par le lien très fort que vous avez créé et rappelé entre la politique, la vision géopolitique mondiale du général de Gaulle et le Venezuela et l'Amérique latine d'une manière générale. Avec Jacques Cheminade qui est ici, là, nous citons souvent la même phrase du général de Gaulle, qui est celle qu'il a prononcée, je vais vous la lire, elle est courte, au cours d'un discours justement à l'université de Mexico lors de ce voyage de 1966, 64. Au cours de cet exposé aux universitaires de Mexico, c'était évidemment, comme toujours, quand il prenait la parole, c'était au monde entier qu'il s'adressait, non pas, et particulièrement aux grands voisins du Nord qui étaient à l'écoute de tout ce qu'il pouvait bien dire en Amérique latine. Et un extrait très court, mais qui est quand même révélateur des visions du général. En effet, par-dessus les distances qui se rétrécissent, les idéologies qui s'atténuent, les politiques qui s'essoufflent, et à moins que l'humanité s'anéantisse elle-même un jour dans de monstrueuses destructions, le fait qui dominera le futur, c'est l'unité de notre univers. Une cause, celle de l'homme, une nécessité, celle du progrès mondial. Et, par conséquent, de l'aide à tous les pays qui le souhaitent pour leur développement. Un devoir, celui de la paix, sont, pour notre espèce, les conditions mêmes de sa vie. Et je trouve cette phrase, je sais que Jacques Cheminade l'apprécie aussi beaucoup, puisqu'il la cite également, elle est très révélatrice des visions planétaires de la géopolitique mondiale du général de Gaulle. Alors, pour en revenir au Venezuela, je n'avais pas prévu de la citer, mais comme vous avez évoqué le général de Gaulle, j'ai pensé que c'était utile de la rappeler. Dans les années 1990, après l'effondrement de l'URSS et le démembrement délibéré de la Russie, voulu par le bloc atlantique dirigé par les États-Unis, Washington a cru pouvoir et devoir diriger la planète entière, puisqu'elle n'avait plus aucune opposition, aucune force sérieuse, ne semblant être en mesure de s'opposer à ce projet dominateur mondial. Mais d'une part, la Russie est sortie peu à peu de ce marasme économique et structurel grâce à la direction inspirée et visionnaire de Vladimir Poutine, qui a su mobiliser et organiser les forces vives de son pays, et, d'autre part, grâce à la Chine, qui, renforçant sa puissance économique et son influence, a proposé de nouvelles coopérations au monde avec son projet de nouvelle route de la soie sur le principe gagnant-gagnant
qui offrait une alternative respectueuse des particularismes des nations. C'est pour ça que la phrase que je viens de citer s'inscrit parfaitement dans cette philosophie politique. C'est dans cette conjoncture nouvelle que le Venezuela, objet de l'hostilité récurrente des États-Unis pour ses choix de résistance à l'impérialisme, à l'instar de Cuba, entre autres, a subi des sanctions et des blocages illégaux et surtout des opérations clandestines de renversement des gouvernements élus démocratiquement, notamment depuis la direction de Chavez et de son successeur, qui ont mené des politiques non pas hostiles aux États-Unis, mais de nationalisation des richesses du pays qui étaient capturées par les capitalistes américains au profit du peuple qui en était dépossédé. Si le chavisme de son fondateur et de ses successeurs n'a sans doute pas été une réussite économique, cet échec, dû aux difficultés d'une transition d'un système économique capitaliste à un système socialiste, renforcé en grande partie par les blocages divers de Washington, la philosophie politique chaviste rencontre néanmoins l'assentiment majoritaire du peuple qui, cependant, attend une amélioration de son niveau de vie grâce à une gestion plus réaliste des richesses nationales. Le professeur Mujica, qui est l'ancien ambassadeur, nous en avons souvent parlé, il l'a évoqué tout à l'heure, effectivement, les gouvernants vénézuéliens s'efforcent, dans des conditions difficiles, je le répète, de faire des progrès sur le problème de la gestion économique, mais il est évident qu'on ne passe pas d'un seul coup d'un système socialiste à un système non pas capitaliste, mais qui permette de développer l'économie et que ce n'est pas quelque chose de très simple. Mais il est sûr que les Vénézuéliens, les dirigeants vénézuéliens ont encore des progrès à faire dans le domaine de la gestion de leur économie. Dans sa résistance à l'impérialisme atlantique, le Venezuela a reçu aide et appui de nations fortes. On lutte également contre l'impérialisme atlantique, comme l'Iran, dont monsieur le conseiller de l'ambassade est ici, la Russie et la Chine. Je rappelle les échanges, enfin pas les échanges, les dons que l'Iran a fait au Venezuela, au nez et à la barbe des Américains d'ailleurs. On se demandait s'ils n'allaient pas tirer sur un des tankers que l'Iran envoyait au Venezuela, car si le Venezuela a de grandes richesses, comme vous l'avez tous expliqué, il a aussi des problèmes d'organisation qui étaient entièrement entre les mains des capitalistes américains autrefois, de traitement de son huile, qui en outre est très lourde, et donc qui a besoin d'être raffinée particulièrement. Et donc l'Iran a envoyé du pétrole raffiné à Caracas, au Venezuela, au nez et à la barbe, sans se cacher, mais officiellement. Mais on se demandait si ces tankers allaient être attaqués au milieu de l'Atlantique par les États-Unis. Ils n'ont pas osé. Et donc, c'est pour rappeler que le Venezuela n'est pas seul dans la politique qu'il mène d'indépendance nationale, qui s'inscrit tout à fait dans une politique gaulliste de non-ingérence dans les affaires des pays. Donc, en plus de l'Iran, bien entendu, la Russie et la Chine sont aussi des soutiens de Venezuela. Aujourd'hui, l'effondrement en cours de cet impérialisme. Alors évidemment, ça n'apparaît pas peut-être évident quand on regarde la télévision française en particulier, où les informations sont toujours que les Russes vont perdre en Ukraine et que Israël l'emporte en Palestine. La réalité est complètement différente et je sens que, en observant bien les États-Unis d'Amérique et en particulier ce qui se passe à Washington, je sens qu'il y a des experts qui réalisent que la vérité est autre
et qui souhaitent que leur pays s'adapte le plus rapidement possible, et même peut-être avant les élections de novembre 2024, à la nouvelle géométrie du monde, qui est en train de naître et qui existe déjà à certains endroits. Donc, l'effondrement en cours de cet impérialisme, en échec en Ukraine comme à Gaza, la montée en puissance de la Chine laisse entrevoir une nouvelle géométrie du monde dans laquelle les nations, grandes ou petites, seront délivrées des coercitions des blocs idéologiques et établiront des relations équilibrées où les rivalités d'intérêts inévitables seront résolues par la diplomatie et non par la coercition. Telle devrait être réglée la question de l'Essequibo. Le Venezuela dispose de tous les atouts pour être un acteur important du nouvel ordre mondial en gestation, dans une Amérique latine souveraine, libérée des coercitions de son grand voisin du Nord, devenu raisonnable, souhaitons-le, avec lequel elle pourrait établir des relations de respect mutuel. Et je m'arrêterai là.